En guise d'introduction, je souhaiterais remercier d'abord les deux organisateurs de cette très belle journée d'études, donc Trinidad Tordosa et Paloma Cabrera, et pour cette gentille invitation. Vous m'excuserez de m'exprimer en français, mais je vais essayer de le faire très lentement. En vous invitant à un voyage un peu exotique, en quittant les rives de l'Ibérie, en direction de ceux de la Thrace et de la mer Noire, avec un double regard, à la fois celui que les Grecs ont pu porter sur la femme thrace, mais également en considérant l'accueil que les femmes thraces ont pu accorder à la culture grecque et au rôle qu'elles ont pu jouer dans ces processus d'acculturation. Ceci dit, engager cette étude est une gageure. En effet, très peu d'études ont été réalisées jusqu'à présent à la question de la femme thrace dans son contexte. Je vais essayer de maîtriser cette bête. Voilà. En ce sens, cette étude publiée en 1991 par Rumania Gorjeva sur l'ethnologie des Thraces, c'est le titre, est apparue comme une publication vraiment novatrice, car pour la première fois, on portait non seulement un regard ethnologique sur les Thraces, mais on introduisait la question des gender studies dans le monde thrace, en essayant de replacer la femme thrace justement dans son contexte. Malheureusement pour nous, ce type d'étude bute sur un obstacle de taille. Nous disposons de très peu de sources historiques, tant textuelles qu'iconographiques, sur les traces par les traces. Tant et si bien que nous sommes obligés, dans notre étude, de nous reporter à d'autres sources, en général exogènes, à savoir grecques et latines. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que tout simplement, les traces ont eu une utilisation assez spécifique de l'écriture, une utilisation marginale, mais qui nous montre en tout cas que cette diffusion était contrôlée sans doute par une caste, un peu comme c'était le cas dans le monde celte. Dès lors, les quelques témoignages que nous avons en langue thrace se limitent à des objets de type personnel, comme vous avez ici, des bagues, des ostracas, ainsi que quelques stèles funéraires bilingues que l'on retrouve dans le territoire de Maronia, dans le nord de la mer Égée, et enfin, quelques décrets officiels émanant de chancellerie thrace, mais exclusivement rédigés en langue grecque. Dès lors, sur une base aussi restreinte, vous comprendrez bien que nous ne comprenons tout simplement pas la langue thrace, puisque cette langue est une langue qui n'a pas de descendance. De nos jours, il n'y a pas de langue qui descende de la langue thrace. Dès lors, pour essayer de saisir plus ou moins ce monde thrace et la place que la femme a pu y occuper, eh bien, nous sommes obligés de nous reporter au répertoire grec et notamment à celui des vases. Or, la femme thrace apparaît sous un triple topoi, c'est-à-dire sous un triple cliché. Je ne sais pas si mes traductions en espagnol sont correctes. Vous me corrigerez, je n'ai pas appris l'espagnol, mais Google Translate fait des merveilles, parfois d'ailleurs catastrophiques. Donc, trois topoi à travers donc, le mariage, j'espère que c'est ça, la violence et le tatouage, bien évidemment. Concernant tout d'abord le mariage, le premier témoignage ethnologique que nous ayons sur les traces provient de l'historien Hérodote, qui, au livre 5, décrit donc là où les sociétés thraces, parfois de façon un peu globalisante. Hérodote évoque par exemple une société polygame et patriarcale, dans laquelle la femme thrace jouit d'une certaine liberté, notamment sexuelle, avant qu'elle soit mariée au terme d'une transaction qu'Hérodote approche donc de la vente. Enfin, à la mort de son mari, la meilleure des épouses, la préférée, peut être éventuellement sacrifiée par attachement sur la tombe de son mari. Ceci dit, la validité du témoignage de l'historien prête quand même à caution dans la mesure où nous ne sommes pas sûrs de la réalité de ces voyages. En effet, Hérodote se vante d'être allé en Égypte, également dans le nord de la mer Noire jusqu'à Olbia, mais la description qu'il peut donner de la mer Noire et notamment de la cité d'Olbia ne coïncide pas tout à fait, en tout cas, avec ce que nous en connaissons. Un autre problème aussi avec Hérodote, c'est qu'il porte un regard globalisateur sur la société thrace, alors que nous savons bien, comme en Ibérie, qu'il s'agissait d'une multitude de tribus avec une variété de phénomènes sociaux et d'expressions tels qu'on peut en tout cas le percevoir à travers le monde funéraire. Ceci dit, quand on reprend le témoignage de Xénophon sur le banquet de Cétès, également les fragments, nous avons de Ménandre, ceux de Théopampe, encore ceux d'Aristote, on s'aperçoit qu'effectivement, cette polygamie a pu avoir une certaine réalité au tout début, et c'est une question sur laquelle nous allons revenir. Le deuxième topos n'est rien d'autre que celui de la violence,
qui est l'image par excellence que nous avons de la femme thrace. Ceci dit, il est intéressant de voir que dans les témoignages grecs littéraires, aussi bien que dans les représentations, cette violence n'est pas exclusive aux femmes. Elle concerne l'intégralité de la société thrace. En témoigne notamment bien le meurtre de Dryas et de sa mère par Lycurgue, le roi Lycurgue, ou le meurtre de la femme de Cotys par Cotys lui-même, suivant le témoignage que nous donne Théopampe. Ceci dit, cette participation très active de la femme thrace, comme nous avons ici dans la violence, apporte une connotation tout à fait particulière pour la société athénienne dans la mesure où elle elle accentue d'une certaine façon le caractère cruel et non conventionnel de cette violence, tout comme Médée pouvait le faire également par rapport aux sociétés de Colchide. Cependant, encore une autre représentation de cette violence, cependant, on s'aperçoit que cette violence s'étend très rapidement à tout élément au contact de la culture thrace. Ici, vous avez une coupe assez célèbre représentant donc le meurtre par Procnée et par sa sœur, donc du fils de Thérée. Rappelez-vous, Procnée, qui est donc la fille du roi d'Athènes, s'est mariée donc avec un thrace, Thérée. Thérée qui fut fortement infidèle, qui a même violé donc sa belle-sœur, qui l'a enfermée et lui a coupé la langue. C'est la raison pour laquelle elle agite ainsi ses mains, puisqu'elle ne peut pas parler. Et donc, justement, sa sœur, s'apercevant du forfait de son mari, eh bien, décide de se venger de façon cruelle, puisqu'elle va s'emparer de son propre fils, va le tuer, va le cuisiner, et va le donner à manger donc à son mari, c'est-à-dire au père de cet enfant. Donc vous voyez une violence thrace qui est une barbarité d'une certaine façon, qui concerne à la fois la société thrace, mais tout élément, même grec, qui viendrait à son contact. Dernier topos, eh bien celui du tatouage, qui une fois de plus est rapporté pour la première fois par Hérodote, sans que l'on sache si ce tatouage était vraiment universel, c'est-à-dire s'il concernait l'intégralité des couches sociales au sein de la société thrace, et si au sein de ce monde thrace, il concernait l'intégralité des tribus. Là encore, la description d'Hérodote est assez floue, mais il est assez intéressant de voir que dans le répertoire des Vasatiques, c'est souvent le seul signe distinctif de la femme thrace, dans la mesure où, comme vous pouvez vous en apercevoir ici, elle est habillée à la grecque. C'est aussi le cas d'Orphée. Donc rien ne distingue cette femme thrace, si ce n'est finalement son tatouage. Cependant, on a des raisons aussi, une fois de plus, de se méfier de la réalité de ce témoignage, puisqu'on s'aperçoit que la représentation de la femme thrace est assez stéréotypée. C'est aussi le cas de l'homme thrace. L'homme thrace qui est de façon universelle un peltaste, armé, et qui entoure ainsi Orphée à la forme d'un paysage humain, c'est-à-dire que l'homme thrace n'a pour seul sens ici que de placer la scène en Thrace, et non pas de représenter une quelconque vérité. C'est peut-être aussi la même chose pour la femme thrace. De cela d'autant plus que dans les productions du sud de l'Italie, bien souvent, bien la femme thrace en vient être habillée à l'orientale. Elle quitte son habit grec, elle n'a pas tout à fait un habit thrace, mais elle s'habille à l'orientale de façon générale afin de montrer une fois de plus sa barbarité et son extranéité par rapport au monde grec. Donc, une fois de plus, nous ne saisissons pas la femme thrace dans sa réalité, mais nous sommes face à une série de clichés, face à un phénomène relativement exotique. Et la raison pour laquelle ce type de thème est très à la mode au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien, vous le savez bien, Athènes, à partir des années 460, est elle-même fortement investie dans le nord de la mer Égée, à Tassos notamment, autour des mines du mont Pangée, et les thèmes thraces finissent par irriguer non seulement les représentations iconographiques sur vase, mais également la tragédie grecque, et puis ensuite les autres styles tels que la comédie. Et nous retrouvons plus tard, au IVe siècle, dans Ménandre, eh bien, ces thèmes thraces de façon assez récurrente. Seule exception, me direz-vous, bien c'est ce vase que nous avons au Louvre, qui est assez célèbre, dans la mesure où, pour une fois, nous n'avons pas une scène mythologique, mais une scène de la vie quotidienne. Nous voyons là 3 femmes thraces, nous les reconnaissons grâce au tatouage, une fois de plus. Elles portent donc des hydries et vont à la fontaine. On pourrait penser que nous avons une scène quotidienne de la thrace et de la femme thrace en contexte domestique. Mais si vous regardez bien plus en détail, déjà ces 3 femmes thraces sont habillées à la grecque, elles portent des hydries, et c'est intéressant parce que nous sommes sur un vase qui est relativement proche, et elles vont à la fontaine. En fait, une fois de plus, nous ne sommes pas dans un contexte thrace. Nous sommes dans un contexte grec avec des esclaves thraces qui vont à la fontaine. Et donc, nous n'approchons toujours pas la femme thrace
dans son contexte. Ceci dit, ce vase est très intéressant parce qu'il pose pour nous une problématique. Il pose une question qui est la suivante. Est-ce que la femme thrace, en contexte grec, finirait-elle par devenir transparente, invisible? C'est-à-dire que nous voyons que ces esclaves thraces s'habillent à la grecque, elles manient des vases grecs, et d'un point de vue absolument archéologique, elles sont quelque part inaccessibles en fouille, puisqu'elles ne disposent d'aucun attribut thrace. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir, justement, au travers des fouilles archéologiques que le Louvre mène en mer Noire. Je vous invite donc à aller sur le site de Karaburun. Karaburun, c'est un établissement grec qui date de la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous fouillons là-bas depuis 2011. Nous sommes à l'embouchure du Danube, entre la cité d'Istros et le fleuve. Ce site, pour nous, est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'aller un peu plus loin dans les observations que ce que les fouilles d'Abdère, par exemple, ou d'Apollonia ont pu le faire. En effet, dans les fouilles d'Apollonia, nous nous apercevons que, malgré la fouille de 2600 tombes, 2600 sépultures, nous n'avons aucun élément trace. Ni homme trace, ni femme trace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élément trace, ça veut dire qu'effectivement, d'un point de vue archéologique, nous n'arrivons pas à toucher cette présence trace. C'est la même chose à Abdère, mais me direz-vous Abdère, Pindare nous dit lui-même que la cité a eu une intégration difficile dans le monde thrace. Il est possible que nous n'ayons pas d'éléments de population thrace dans la cité grecque. Mais vous allez voir qu'à Karaburun, c'est un tout petit peu subtil. En effet, si le matériel est entièrement grec, nous disposons de quelques objets modelés, quelques vases de type thrace au sein de cet établissement. Pourtant, on pourrait penser que ces vases sont venus ici par le commerce, par les échanges, et pas forcément par la présence d'une population thrace au sein de cet établissement grec. Mais en analysant rapidement donc ces restes macrobiologiques, je vous amène un peu loin des vases grecs, mais vous allez voir, on va y retourner après, on s'aperçoit que cet établissement est très mal connecté en fait au monde thrace qui l'entoure. En effet, il a très peu de commerce. Il n'accède pas, par exemple, aux ressources en bois, aux ressources en matière ligneuse de l'arrière-pays. Donc on est face à un établissement grec qui est entièrement tourné vers la mer et qui ne commerce pas, manifestement, avec le monde thrace qui l'entoure. Pourtant, nous avons évoqué donc ces vases modelés qui sont minoritaires mais bien présents au sein d'un établissement qui, lui, est très grec. Et surtout, lors des fouilles, on s'est aperçu que dans cet établissement, on pouvait manger du chien, on pouvait manger du cheval et on pouvait manger également de la tortue. Vous n'êtes pas sans savoir que le cheval ne se mange pas dans le monde grec et il n'est sacrifié que de façon très ponctuelle. Les Grecs ne mangent pas non plus de chien, ils ne mangent pas de tortue. Par contre, ces pratiques alimentaires sont très connues en Thrace et notamment dans le nord de la Thrace, c'est-à-dire en pays gète. Donc nous avons bien ici l'attestation de la présence de Thrace à travers la tribu des Gètes dans cet établissement grec. S'agit-il pour autant d'hommes ou de femmes? S'agit-il d'esclaves ou d'épouses, voire même d'artisans? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le déterminer. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois de plus, d'un point de vue purement archéologique, nous ne voyons pas directement la présence de ces éléments thraces au sein de la cité grecque ou d'un contexte grec, si ce n'est que de façon très indirecte. Alors, pour essayer de saisir finalement l'autre point de vue, puisque nous voyons que sur les vases grecs, l'imagerie qui entoure la Thrace n'est finalement qu'une série de clichés, puisque nous nous apercevons qu'en contexte grec, les traces deviennent invisibles, tant que les hommes que les femmes, bien, je vous propose d'inverser le propos et d'essayer de voir quelle a été la réception par les Thraces et par les femmes thraces de la culture grecque et de saisir plus ou moins le rôle qu'elles ont pu jouer dans ce processus d'acculturation et d'hellénisation de la Thrace. Et là, nous butons sur un autre obstacle, vous voyez que l'enquête est difficile, c'est que malheureusement pour nous, il y a très peu de contextes thraces domestiques qui étaient fouillés, ou si c'est le cas, qui étaient publiés tout du moins pour l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire les époques archaïques, classiques, hellénistiques, c'est-à-dire quand le monde thrace est au contact du monde grec, ce qui est là notre problématique. Dès lors, nous ne pouvons pas saisir, une fois de plus, la femme thrace dans son contexte domestique.
Vous me direz, nous pouvons nous retourner vers les nécropoles, mais vous voyez, nous avons très très peu de nécropoles qui, une fois de plus, ont été fouillées et correctement publiées, à l'exception de celle-ci, celle de Microvucato, qui se trouve dans l'arrière-pays de Maronia, dans le nord de la Grèce, qui correspond à une ancienne fouille et qui a été entièrement publiée. Sauf que le matériel n'est pas discriminant. Nous avons bien quelques vases grecs, c'est vrai, mais les rites funéraires sont inscrits dans la prolongation du premier âge du fer, voire même du bronze récent, et nous n'avons pas vraiment de traces d'hellénisation quant à la présence de ces vases. Elle ne nous apporte aucune information. Dès lors, pour pouvoir vous apporter quelques informations par rapport à cette demande qui m'a été faite d'évoquer le Montrace, eh bien, je suis obligé de vous amener vers un type tout à fait spécifique de contexte qui est le seul à être pertinent, à savoir les contextes aristocratiques. Vous me direz, mais ces contextes aristocratiques ne sont pas représentatifs de la société thrace. Eh bien, en fait, ce n'est pas tout à fait exact. En effet, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, vous n'êtes pas sans savoir qu'au centre de la Thrace apparaît un nouveau pouvoir qui est le pouvoir des Odryses. Ce pouvoir des Odryses qui est au contact de la cité grecque et qui va devenir pour Athènes un allié extrêmement précieux dans ses rivalités avec la Macédoine et avec Sparte. Or, si nous ne connaissons pas les premières capitales de ces Odryses, en revanche, nous saisissons certaines de leurs nécropoles, à commencer par la nécropole de Douvanli, qui est située près de Plovdiv et qui est active entre les années 460 et 410-420 avant Jésus-Christ. Malheureusement pour nous, ce sont des fouilles anciennes qui ont été publiées dans les années 30 par Bogdan Filov, qui a été donc son principal archéologue, mais qui a eu le bon goût à l'époque, en tout cas, de nous donner une publication à peu près exhaustive de ces découvertes, avant que les fouilles soient reprises dans les années 2000 et que les pilleurs ne finissent par faire disparaître récemment l'intégralité de sa nécropole. Ce dont on s'aperçoit dans sa nécropole de Douvanli, c'est que les contextes funéraires féminins, aristocratiques, sont tout aussi importants que les contextes funéraires masculins. C'est déjà un premier point. Par ailleurs, ces tombeaux, qui correspondent donc à des tumuli, à des tertres, s'articulent, pour en tout cas ce qui concerne les contextes féminins, autour de 4 catégories. La première catégorie, celle qui est attendue, naturellement, c'est celle des parures. On va y revenir, je vous montrerai de meilleures photos. Mais je n'en ai pas en tout cas pour le tumulus de Koukova. Donc des parures assez exubérantes, nous verrons comment elles s'organisent. On les retrouve également dans un autre tumulus, celui d'Arabagiska, qui est un peu moins riche juste à côté. Vous remarquerez la similitude avec ces boucles d'oreilles qui n'en sont pas en fait, qui correspondent en fait à des éléments de décoration de coiffure et qui correspondent à une parure tout à fait thrace. Un torque, des bagues, rien de bien particulier, quelques colliers et surtout ce pectoral qui se portait sur la poitrine, comme je vais vous le montrer. Pour l'instant, me direz-vous, rien de grec, certes. Deuxième catégorie, bien tout ce qui est objet de toilette, avec des alabastras, des miroirs. Là, on touche déjà à certains processus d'hellénisation. Vous le retrouvez également identique avec le même set dans le tumulus d'Arabagiska. Et de façon plus surprenante, eh bien, une vaisselle de banquet assez exubérante. Nous en verrons le contenu. C'est le cas à Koukova, avec, vous voyez, une déclinaison extrêmement massive, et des formes qui sont à la fois des formes grecques, comme c'est le cas de ces coupes, mais des formes aussi micrasiatiques, comme c'est le cas de ce vase, qui apparaît en fait dès l'époque géométrique en Phrygie orientale. Vous voyez une double influence, une influence grecque et une influence orientale, très orientale, perse parfois, mais aussi derrière cette présence achéménide et ces importations dites achéménides, des formes qui, elles, viennent de Lydie et de Phrygie la plupart du temps. C'est le cas aussi dans le tumulus d'Arabagiska, même si là, l'assemblage est plus modeste. Et enfin, des objets dont on ne connaît pas vraiment l'utilisation, mais qui sont vraiment des marqueurs de la féminité en contexte aristocratique, thrace. Alors évidemment, quand on ne sait pas à quoi ça correspond, on a toujours tendance à les raccrocher à un univers magique et religieux, à défaut de toute autre chose. Mais nous verrons ce qu'il en est. Eh bien, allons voir le plus ancien tumulus de sa nécropole. Il s'agit de celui de Mouchovica, que vous avez derrière, qui date des années 460, même si l'assemblage, vous verrez, est assez diachronique. C'est une vieille fouille, hein, cette photo vous le montre, puisqu'il a été fouillé en 1932, mais malgré tout, nous avons l'intégralité du matériel.
Eh bien, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'apparemment, en contexte aristocratique odrisse, les femmes thraces jouent un rôle actif dans la circulation de modes de consommation totalement grecs, alors même que ces modes de consommation ne sont pas forcément destinés à la femme grecque en contexte grec, puisque participer au banquet, je ne vous apprends rien, quand même quelque chose de très spécifique pour la femme grecque. Or là, nous voyons que la femme thrace, manifestement, elle aussi collectionne ces objets autour du banquet, peut-être s'en est-elle servie. Elle participe à la collecte et à la collection d'objets à la fois grecs, comme c'est le cas de sa salière, de cette amphore, de cette hydrie ou de cette coupe, mais d'objets qui viennent de ce monde achéménide, comme c'est le cas de cette fiole en argent. Et puis vous voyez des importations assez larges, peut-être via les colonies égéennes avec cet amphore de Chios. Pourtant, quelque chose doit vous frapper en tant que spécialiste, c'est qu'il nous manque certaines formes. Où sont les plats? Où est le cratère? Où sont ces formes qui permettent vraiment au symposium grec d'exister? Vous voyez, certes, nous avons des objets du banquet grec, mais nous ne les avons pas tous. Nous en avons simplement certains. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment ces femmes thraces ont participé à un banquet à la grecque, ou s'agit-il en fait d'un tout autre banquet? Eh bien, il est vrai que Xénophon lui-même, revenant d'Arménie, participe à un banquet thrace quand il est à la cour de l'aristocrate Cétès. Il ne s'agit pas du roi Cétès, du grand Cétès, c'est un petit aristocrate local, mais Xénophon lui-même nous décrit par 2 fois les réceptions auxquelles il est convié, et ce qu'il nous montre, c'est qu'il existe un banquet thrace différent du banquet grec. Comme vous pouvez le voir ici, les gens sont assis, les serviteurs sont derrière, on mange et on boit en même temps, ce qui est quelque chose d'assez bizarre, et c'est quelque chose qui amuse beaucoup d'ailleurs Xénophon, puisque Xénophon nous parle de l'inconfort qu'il ressent à devoir tenir justement bien les ritants et manger en même temps. Aucun grec n'y réussit, sauf celui qui mange le plus vite et le plus rapide d'entre tous. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que Xénophon ne note pas la présence d'une femme thrace. Certes, on offre des cadeaux à l'épouse de cet aristocrate, notamment des habits, notamment des tapis, mais la femme, elle, n'est pas présente. Et Xénophon, si jamais cette épouse était ici, si jamais elle banquetait avec les hommes, n'aurait pas manqué, en tout cas, de nous rapporter ce détail singulier. Donc vous voyez, des femmes thraces, aristocrates, odrisses, qui collectent les objets de banquet, mais qui manifestement ne sont pas toujours présentes elles-mêmes lors de ces banquets, en tout cas, quand des Grecs y participent. Autre catégorie, c'est assez intéressant quand même de les parcourir, bien ces parures, et là, c'est une toute autre image que nous avons. C'est l'image, au contraire, d'une féminité qui est quelque part la gardienne de l'identité thrace. Vous verrez, c'est assez amusant, autant les hommes thraces sont très ouverts aux influences grecques, ils hellénisent très rapidement leurs armements, leurs parures, mais ce n'est pas forcément le cas de la femme thrace, qui, elle, va garder pendant 2, voire même 3 siècles, ses habits pas forcément, mais ses parures de façon totalement inchangée, avec ce pectoral que vous avez ici même sur ce plan qui date de cette époque. Donc vous voyez, contrairement à la Macédoine, ce n'est pas un épistémion, ce n'est pas un objet destiné à recouvrir la bouche, mais au contraire, c'est un objet qui décore les habits et qui repose donc sur la poitrine avec ces 2 pendants que vous avez ici de part et d'autre, tandis que ces boucles, en fait, se retrouvent au-dessus de la tête, manifestement pour décorer la coiffe. Et enfin, ces objets dits magico-religieux qui sont tout de même mixtes, dans la mesure où ces protomées sont certes présents dans le monde thrace, mais elles sont surtout présentes avant dans le monde macédonien. Et donc là, nous avons peut-être une influence méridionale. En revanche, pour ce qui est des autres objets, eh bien, il s'agit d'objets assez éclectiques, avec ces coquillages qui viennent du monde égéen, des objets qui, eux, sont sûrement liés à des lanières en cuir qui relèvent en tout cas de gousses et d'autres objets qui pouvaient donc accompagner la défunte. Mais par contre, nous n'avons pas vraiment de solution pour cet objet sexué, ainsi que pour ces autres attributs que nous retrouverons par la suite. Donc une image contrastée au 5e siècle avant Jésus-Christ, entre une femme thrace qui est finalement exposée au mode de consommation grec, exposée à cette circulation d'objets de luxe, et qui est pourtant une gardienne de la thracité. Et bien par la suite, on a
un petit souci à suivre l'évolution. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, nous n'avons pas, au IVe et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, de contexte aristocratique féminin de la même qualité que ceux que nous avions au Ve siècle. En effet, on s'aperçoit que la place de la femme dans cette société thrace, au niveau de l'aristocratie, bien évolue et devient beaucoup plus défavorable. Et dès lors, pour le IVe et pour le IIIe siècle, nous n'avons plus que des ensembles beaucoup plus pauvres, comme je vais pouvoir vous le montrer, à propos de ce tumulus qui est ici, dans la nécropole royale de la capitale Sotopolis, fondée donc en 317 par Sotès III, pardon, excusez-moi. Et on a pu fouiller donc un de ces tumuli qui n'était pas pillé, un contexte féminin, et vous verrez que derrière cette exubérance d'objets, eh bien on ne peut pas cacher la modestie, en tout cas de ces assemblages, par rapport à la richesse, en revanche, des contextes masculins qui sont contemporains. Donc nous avons une multitude de vases à parfum, mais il s'agit de productions cette fois-ci beaucoup plus moins luxueuses, alors que la tombe de Sotès, par exemple, elle renferme une déclinaison de vases en argent, en or et en bronze. Les odrisses aimant bien généralement collectionner la même forme, mais la décliner dans toutes les matières possibles et inimaginables. Même chose encore pour la vaisselle de banquet, elle est présente, mais elle est extrêmement plus modeste que ce que vous pouvez avoir dans la tombe de Sotès et des autres aristocrates. Concernant cette fois-ci les parures, eh bien, autant on peut retrouver certains objets qui sont plus traditionnels, mais vous verrez que là, nous saisissons enfin une certaine évolution. Nous avons en fait que trois contextes qui nous permettent de saisir l'évolution donc des modes aristocratiques féminins au IVe, au IIIe siècle, en Thrace, à savoir ce tumulus et un autre que nous allons juste regarder après, du côté de la ville de Vratsa. Donc ces boucles d'oreilles ne vous sont pas inconnues, bien entendu, mais vous remarquez qu'ici, il s'agit d'une déclinaison en terre cuite et donc tout à fait modeste. Même chose également pour la couronne funéraire. Autant Sotès dispose, lui, d'une couronne en or, de 2 couronnes en terre cuite dorées à leur fin. Les hommes sont les premiers à troquer d'ailleurs certains objets en or pour des couronnes en terre, pour des couronnes en or, dès les années 370. Mais les femmes, elles, doivent attendre vraiment la toute fin du IVe et le début du IIIe siècle pour pouvoir ôter le pectoral et le remplacer comme insigne aristocratique par ces couronnes. Mais vous voyez ici, il s'agit d'une déclinaison en terre cuite relativement modeste. Et concernant l'habillement, certes, les fibules, elles s'hellénisent, mais nous avons toujours cette coiffe, vous voyez, décorée par ces multiples anneaux, comme c'était le cas 2 siècles auparavant. Et ceci paraît contradictoire dans la mesure où, à cette même époque, les tombeaux féminins ne perdent rien, eux, en beauté au niveau architectural. Comme vous pouvez l'observer à propos de ce tombeau, celui de Gonimacée, donc femme de Sotès, mais de quelle Sotès? Car nous avons beaucoup de Sotès comme de Cotys en Thrace, qui a été découvert donc du côté de Miadovo, c'est-à-dire au nord des Balkans, près de la ville actuelle de Choumen. Malheureusement pour nous, ce tumulus était pillé, mais vous remarquez que ces femmes thraces qui désormais disposent d'un mobilier très modeste, eh bien pourtant disposent d'une architecture tout aussi riche que celle donc de leur mari, avec une façade certes qui s'hellénise avec ces 2 colonnes, mais vous remarquez derrière cette fausse voûte avec 2 encorbellements affrontés, qui est assez similaire avec le tombeau de Kazanlak que vous connaissez peut-être, qui n'est pas sans rappeler évidemment l'architecture mycénienne, même si ce n'a pas de rapport, parce que c'est beaucoup plus lointain, mais c'est le même principe de l'absence de voûte, tout simplement, et donc cette apposition d'encorbellement pour dessiner ce corridor qui conduit à la chambre funéraire qui elle-même est en encorbellement. Eh bien justement, je vais vous montrer cet autre contexte qui est totalement contemporain du tumulus numéro 9 de Sotopolis, en essayant de suivre un peu plus ou moins l'évolution à la fois de ce mobilier funéraire, aristocratique odrisse, mais également de ses parures. Donc rappelez-vous, en 460, ici, vous êtes à Mouchovica, avec ces éléments tout à fait caractéristiques, ces éléments de parure qui donc décorent la coiffe. Rappelez-vous de ce collier, rappelez-vous du pectoral et des 2 pendants. Vous remarquez que plus tard, eh bien, ces éléments ont disparu, remplacés par donc, ces boucles d'oreilles totalement grecques, et donc dans le tombeau
de la région de Vratsa, que nous allons voir en détail. Donc, c'est boucle d'oreille assez connue, mais qui manifestement se raccroche ici à un atelier situé dans le nord de la mer Égée, soit Abder, soit Maronnais. Mais autant cet assemblage donc est incomplet, autant ce n'est pas le cas de celui de Sotopolis. Autre également contexte que je voulais vous montrer, c'est celui de Sveshtali, qui est problématique pour nous, dans la mesure où il s'agit de la nécropole aristocratique Jet, donc de la capitale de Sveshtali, Zborjanovo, située donc au nord des Balkans. Nous avons retrouvé à côté de cette capitale, donc cette nécropole aristocratique royale. Le problème, c'est que tous les tumuli sont des tumuli masculins. La seule façon pour nous de saisir un contexte féminin, eh bien, c'est par un trésor. Vous voyez, donc c'est un biais plus ou moins, c'est pour nous plus ou moins une lecture indirecte, qui reposait dans un coffre qui lui-même avait été posé au sommet d'un arbre. Ce n'est pas une histoire pour enfants, qui avait été enterré dans le tertre funéraire. Donc si vous préférez, la tombe est ici, c'est une tombe masculine avec un char sacrifié, mais cette tombe a été posée à côté d'un chêne, et dans l'arbre, on avait déposé au milieu des branches un coffre qui lui-même contenait un double mobilier que nous allons détailler. Et par-dessus cet arbre, eh bien, on a réalisé en 3 étapes le tertre funéraire selon un rite dont on ne comprend pas forcément la symbolique. Eh bien, dans cet ensemble, nous avons un assemblage qui est mixte pour nous, avec à la fois une parure qui est féminine et qui présente des objets tout à fait typiquement jet, c'est-à-dire trace, et l'importation, cette fois-ci, depuis la cité littorale d'Odessos, d'objets typiquement grecs. Donc vous voyez, cette fois-ci, une parure qui est certes riche, mais totalement mixte. Vous remarquez également l'importation, à cette époque-là, à la fin du IVe, début IIIe siècle, d'éléments grecs, donc une certaine hellénisation à la fois des objets, mais des codes, avec ce fameux nœud d'Héraclès, et également à la présence de cloisonnés, mais il ne s'agit pas d'une production à trace. Mais pour revenir sur mon propos précédent, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les femmes, une fois de plus, sont moins exposées à l'hellénisation de leurs symboles que les hommes. En effet, quand on regarde l'autre partie de ce mobilier, c'est-à-dire la partie masculine, qui elle-même se décline en plusieurs ensembles d'harnachements pour chevaux, eh bien vous remarquez la présence, voire même l'omniprésence de la figure d'Athéna. Eh bien, cette figure d'Athéna, vous l'avez là-haut, mais vous l'avez également dans le tumulus de ce Thèse 3, vous l'avez également dans les cnémides de ce Thèse. On s'aperçoit en fait qu'à cette époque-là, dès le milieu du IVe siècle, les hommes thraces, eux, empruntent plus volontiers, en fait, un certain nombre de codes au monde grec, voire même se rattachent à une certaine héroïsation, à la fois par Athéna, mais aussi par le culte d'Héraclès, qui à cette époque-là devient extrêmement populaire. Vous m'objecterez qu'ici, il s'agit d'une production grecque à la base, et notamment d'un miroir qui a été adapté sous la forme donc d'une coupe, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas de cette cruche qui vient du trésor de Rogozène, où une fois de plus, vous voyez Héraclès, mais cette fois-ci adapté vraiment dans l'artisanat thrace. Donc, pour résumer mon propos, certes, des femmes thraces qui, pour certaines pratiques, participent à l'hellénisation, à la circulation donc, des modes de consommation grecs, à la collection d'objets grecs, mais qui sont quand même en retrait par rapport à leurs maris, en retrait par rapport aux hommes, dans cette adoption d'une symbolique grecque, voire même dans cette participation, cette célébration donc de mythes liés en fait au cycle héroïque purement grec. Eh bien, pour m'arrêter sur le dernier tumulus, il est assez intéressant, il s'agit donc de celui de Mogilinskata, qui a été fouillé dans les années 60 du côté de Vratsa. Pourquoi nous intéresse-t-il ? Eh bien, parce qu'il est contemporain donc, de ce que nous avons vu auparavant. Il nous permet donc de suivre l'évolution de cette femme thrace en contexte aristocratique. Et vous allez voir que cette évolution est assez contrastée. Dans la mesure où cette tombe est une tombe multiple, on a déjà retrouvé 3 tombeaux sous le tumulus, mais celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la tombe numéro 2, celle-ci contenait 3 corps. Un corps d'homme, 2 corps d'hommes, devrais-je dire, mais un vraiment qui était le corps central, quelques restes féminins, et enfin le corps d'une 3e personne qui vraisemblablement était le cocher, puisqu'il reposait à côté des chevaux et du char qui avait été déposé. Eh bien, on s'aperçoit dans ce tumulus de Mogilinskata
que tout d'abord, les objets qui se rattachent à monsieur sont extrêmement riches, absolument diversifiés, mais s'articulent autour de deux thèmes, à savoir l'armement, comme c'est le cas ici, évidemment les ensembles de harnachement, avec une circulation multiple dans la mesure où vous avez des objets d'inspiration scythe, c'est le cas là, et des objets purement d'inspiration gète, c'est-à-dire de la région danubienne, mais qui manifestement ont été importés plus au sud. Concernant l'univers féminin, une fois de plus, il est bien posé par ces objets dits magico-religieux, et vous remarquerez que, alors que ces protomées ont fini par disparaître dans le monde macédonien, elles se perpétuent, en revanche, toujours en Thrace, donc on perçoit un certain conservatisme, malgré tout, dans cet univers féminin, avec ces figurines, parfois sexuées, comme c'est le cas ici, qui se maintiennent, et une collection d'objets hétéroclites, puisque cette hache date en fait du Chalcolithique. Donc vous êtes ici au milieu du 5e millénaire avant Jésus-Christ. C'est donc un objet qui a été récupéré manifestement lors du creusement d'un trou pour récupérer la terre qui compose le tertre. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pourtant, Madame a été égorgée, Madame a été sacrifiée. Donc vous voyez, rappelez-vous du témoignage d'Hérodote, où on disait que parfois l'épouse pouvait être sacrifiée sur la tombe du mari, en tout cas l'épouse préférée. Eh bien, ça a été le cas à Moghganascata, effectivement. À la mort du mari, on a égorgé l'épouse, qui était habillée avec toute sa parure, et on l'a projetée face contre terre sur le corps de son mari, pendant que le cocher lui aussi avait été égorgé. Il avait été sacrifié comme les deux chevaux, et l'ensemble donc avait été enterré. Donc, un conservatisme très fort, y compris dans les rites et dans l'étiquette sociale, finalement, qui entoure la femme thrace. Ce qui en soi est assez intéressant. Et pourtant, ceci est en contradiction avec cette représentation qui est peut-être le seul témoignage que nous ayons des Thraces sur eux-mêmes. Vous êtes ici face à la tombe de Kazanlok, qui date elle aussi de la toute fin du IVe siècle et plus vraisemblablement du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une fois de plus, vous remarquez que cette chambre funéraire ne dispose pas d'une vraie coupole. C'est encore une fois de plus un encorbellement qui est adopté. Ce qui est intéressant, c'est que cette peinture d'inspiration certes grecque, on pense d'ailleurs que l'artiste vient de Macédoine orientale. Une étude a été réalisée d'ailleurs par Dandana donc à Paris, lequel a retrouvé sur le tombeau d'Alexandrovo, qui est l'autre tombeau peint de la même époque, une signature qui correspond à un peintre thrace, mais venant de Macédoine orientale, de la région de Cérès, qui est venu manifestement au service donc des aristocrates odrisses. Bien, vous avez une peinture qui semble grecque, voire même macédonienne, mais qui en fait est totalement thrace par sa codification. D'abord, le code couleur n'est pas du tout un code macédonien. Vous remarquerez l'omniprésence de l'ocre et du jaune, typiquement thrace. Vous regarderez cette figure également féminine qui dépasse tous les autres personnages et qui touche le registre supérieur. Cette figure féminine qui correspond à une divinité est aussi présente sur l'ensemble des bagues que l'on a retrouvées dans les tombeaux masculins thrace odris. Elle accueille souvent le défunt, elle lui décerne la couronne de son héroïsation, voire même prend son cheval et l'amène dans un au-delà qui n'est pas situé sous terre, il n'est pas souterrain comme dans le monde grec, mais vous voyez, il est situé en hauteur, ainsi qu'on nous le rapporte également, que nous le rapporte Hérodote pour le monde Gète, c'est-à-dire pour ces Thraces du Nord. Et que voyons-nous ? Bien, ce que nous voyons, c'est quelque chose de bien différent. Le défunt est ici, il est héroïsé à la grecque, il porte donc une fiale de type achéménide, il est pourtant représenté comme le souverain achéménide sur son repose-pied, son épouse elle-même est sur une chaise de type perse avec ses scoties, qui existent aussi dans le monde macédonien, mais qui à l'origine proviennent d'Asie mineure, et vous voyez pourtant que son épouse est là avec un geste rare de tendresse, en tout cas vis-à-vis de son mari, et surtout elle est seule. Nous n'avons qu'une seule épouse. Donc il semble que cette pratique de la polygamie ait disparu, en tout cas à cette époque. Et ça n'est pas hasard, parce que quand on regarde les témoignages que nous avons dans les sources historiques, on s'aperçoit à cette époque que si la femme thrace joue un rôle important dans la représentation de cette aristocratie thrace et dans son étiquette, elle n'est pas exclusive. En effet, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, nous avons de nombreux mariages mixtes.
Pensez à Nymphodoros, qui était proxène d'Athènes et qui était le beau-frère du roi Sitalkès. Et Nymphodoros était donc un citoyen d'Abdère, donc lié par des liens maritaux avec le grand roi Odrys. Au siècle suivant, on s'aperçoit que Ctès III s'est marié avec une Macédonienne, Bérénice. Et à la mort de Ctès III, que se passe-t-il? Bien, c'est Bérénice qui tient le royaume, qui émet des décrets et qui noue des alliances. Et Bérénice est apparemment la seule épouse. Et cette intrusion d'épouse macédonienne ou grecque est très importante dans la mesure où elle est associée à une transition dans les pratiques maritales. En effet, rappelez-vous ce qu'on avait dit, les hommes thraces achetaient leur épouse. Eh bien, dès l'arrivée de Xénophon, on s'aperçoit que les thraces s'adoptent en cas de contact avec un interlocuteur grec. En effet, Ctès propose de lui acheter sa fille, mais de lui donner par contre la fille donc qu'aurait éventuellement Xénophon, mais de lui donner sa propre fille avec une dot. Une dot, je ne sais pas comment on le dit en espagnol, mais c'est quand vous donnez votre fille avec tous les cadeaux qui vont derrière. Eh bien, c'est également le cas avec Iphicrate, donc qui nous est rapporté dans un fragment donc, des sophistes, où on voit là encore que le roi Cotys donne sa fille avec une dot. Donc on pratique l'achat de la femme quand on est entre thraces, mais par contre on abandonne cette pratique en cas de mariage mixte avec un grec, et on adopte à ce moment-là les rites et l'étiquette sociale des Grecs au sein de ces mariages. Et donc il n'est pas impossible que l'abandon de cette polygamie que l'on saisit à cette époque au sein de ce monde Odrys ne soit pas concomitant justement bien de cette multiplication des mariages mixtes qui sont peut-être un des vecteurs justement dans l'hellénisation à la fois des habits, à la fois des parures. Et vous remarquerez en conclusion que cette femme thrace, qui, je l'espère pour elle, n'a pas été sacrifiée sur la tombe de son mari, est cette fois-ci définitivement habillée à la grecque. Voilà, je vous remercie.